Alors je remercie tous les journalistes qui sont présents, qui ont répondu à cette invitation pour un point presse qui concerne les faits qui se sont déroulés le 20 mai 2025 à Nogent-sur-Oise. Avant de débuter, je vous présente le commissaire divisionnaire Sébastien Chalvet, qui est adjoint du directeur interdépartemental de la police nationale et commissaire central de la circonscription de police nationale de Creil. Si j'ai souhaité aujourd'hui, avec monsieur le commissaire divisionnaire Chalvet, m'exprimer devant vous, c'est pour vous donner quelques éléments d'information sur l'enquête criminelle qui a été conduite en flagrance par les policiers du commissariat de Creil, à la suite de l'agression à l'arme blanche qui a coûté la vie à un mineur de 17 ans le 20 mai 2025. Cette prise de parole est faite en application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, qui, je le rappelle, vise en particulier à éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, ou lorsque tout autre intérêt impératif d'intérêt public le justifie. C'est ce qui peut me conduire à rendre public des éléments qui sont objectifs, qui sont tirés de la procédure et qui ne comportent pas d'appréciation sur le bien fondé des charges qui vont être retenues contre les personnes mises en cause, qui sont bien évidemment présumées innocentes. Dans cette affaire, tout particulièrement, je suis atterré du nombre de fausses informations qui ont, d'une part, circulé sur les réseaux sociaux, ce qui est malheureusement de plus en plus fréquent et difficilement contrôlable, mais d'autre part qui ont été publiées ou reprises par différents organes de presse, habituellement réputés sérieux. Visiblement, les journalistes qui en sont les auteurs n'ont pas pris la précaution de croiser, vérifier leurs informations. Et ça, je le déplore, car pareil comportement contribue à créer ou à accentuer des tensions autour de ce dossier, là où il faut au contraire appeler au calme et laisser la police et la justice faire leur travail pour aboutir à la vérité. Avant tout développement, je voudrais d'ailleurs avoir une pensée pour la victime, pour sa famille, pour ses amis, dont certains l'accompagnaient lorsqu'il a été tué. J'ai mandaté l'association France Victimes 60 dès le lendemain des faits, afin qu'elle propose un accompagnement juridique et psychologique aux proches du défunt. Au-delà de cette prise en charge qui relève de la justice, le traumatisme des camarades de lycée de la victime est évidemment majeur et l'Éducation nationale a mis en place un dispositif d'accompagnement. Au-delà de cette prise en charge dans l'urgence, je reviendrai à la fin de mon propos sur les actions de fond qui sont mises en œuvre sur ce territoire pour lutter contre l'emploi de la violence entre jeunes. Pour ce point près, je reviendrai sur la chronologie de ce meurtre et l'orientation que j'ai réservée à cette procédure, avant évidemment de livrer quelques éléments de contexte et de répondre à quelques questions. Je reviens sur les faits du 20 mai 2025, peu après 19h. 3 individus arrivaient à proximité du Lidl de Nogent-sur-Oise à bord d'une voiture. Ils descendaient de leur véhicule et allaient au contact du jeune Hassan H, âgé de 17 ans. Un coup était asséné avec une arme blanche, puis les auteurs prenaient la fuite en voiture. La victime était immédiatement secourue par des personnes sur place qui tentaient de comprimer la blessure. Les policiers, prévenus à 19h15, arrivaient très rapidement sur les lieux et prenaient le relais pour prodiguer les premiers secours. Le SAMU et les pompiers se transportaient sur les lieux et poursuivaient les gestes de réanimation avec transfert de la victime au centre hospitalier. En dépit de l'ensemble des soins prodigués, le décès du jeune homme était constaté à 20h54.
Dans le même temps, les fonctionnaires de police mettaient en place un périmètre de sécurité en raison de la présence de plusieurs dizaines de personnes autour de la scène de crime. Le signalement des suspects ayant été donné par des témoins aux fonctionnaires de police, ces informations étaient exploitées et transmises sans délai à une patrouille de la brigade anticriminalité. Cela permettait que les auteurs présumés soient interpellés par la BAC une demi-heure seulement après les faits sur la commune de Montataire, voisine de Nogent-sur-Oise. Il s'agissait de 3 personnes de sexe masculin, âgées de 19, 17 et 16 ans. Ils étaient placés en garde à vue à 19h42 et leur véhicule était saisi aux fins d'exploitation. Je me rendais sur place et j'assistais aux constatations effectuées par le médecin légiste et les services de police technique et scientifique de Creil, qui permettait de déterminer que la victime avait perdu beaucoup de sang et qui permettait aussi de retrouver plusieurs indices, dont un objet s'apparentant à l'étui d'une machette. L'examen externe du corps du défunt pratiqué le soir même par le médecin légiste de l'unité médico-judiciaire de Creil permettait de constater une plaie très nette d'une profondeur de 4 à 5 cm au niveau cervical gauche, qui avait conduit à ce que la carotide soit tranchée. L'autopsie réalisée hier après-midi confirmait comme cause du décès le fait que la carotide avait été sectionnée par le coup porté. Aucune autre marque ou blessure n'était relevée. Des analyses complémentaires, à savoir des analyses toxicologiques et anatomopathologiques, étaient également ordonnées par mes soins et elles viendront préciser, le cas échéant, les circonstances du décès. L'arme utilisée comportait en tout état de cause une âme visiblement très aiguisée. Les enquêteurs du service local de police judiciaire du commissariat de Creil déployaient durant 2 jours, les 2 jours qui viennent de s'écouler, de très nombreuses investigations. Je citerai seulement 2 exemples, afin de ne pas être trop long. Le premier point, c'est l'exploitation de la vidéoprotection et des recherches qui ont été menées sur cette vidéoprotection. Elles se sont avérées d'une importance capitale pour l'enquête. En effet, les images issues des caméras situées aux alentours du supermarché Lidl permettaient de confirmer que les 3 agresseurs présumés étaient déjà présents depuis plusieurs minutes dans leur véhicule avant l'arrivée de la victime. À 19h13, ils descendaient de leur voiture, tous les 3 porteurs d'une arme. Le premier avait une matraque télescopique, le deuxième un outil s'apparentant à un démonte-pneu, le troisième un outil de type machette. Après s'être approché du groupe de jeunes auquel appartenait la victime, une empoignade semblait intervenir avant que l'un des 3 auteurs, présumé, un mineur âgé de 17 ans, soit vu sur les images vidéo lever son bras armé de la machette et frapper Hassan H d'un coup unique. Puis les images révélaient que les 3 auteurs présumés regagnaient leur véhicule et prenaient la fuite. La victime titubait une vingtaine de secondes avant de s'effondrer au sol à proximité du local de stockage des caddies du supermarché. Deuxième point important au cours des investigations qui ont été conduites, la fouille du véhicule utilisé par les 3 suspects. Elle permettait de découvrir un outil de type démonte-pneu et une matraque télescopique, objets pouvant correspondre aux armes utilisées lors des faits. En revanche, ni dans le véhicule, ni dans les différents lieux vérifiés ou perquisitionnés par les policiers, l'outil de type machette n'avait pu être retrouvé. Au regard des éléments recueillis par les policiers dans les premières heures de l'enquête, je décidai de requalifier les faits en meurtre commis en bande organisée, crime pour lequel le Code pénal prévoit une peine maximale de réclusion criminelle à perpétuité pour un auteur majeur. En effet, le Code pénal dispose que, si je reprends la définition,
constitue une bande organisée au sens de la loi, tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions. Dans le cas présent, même si je ne peux pas évidemment révéler les détails sur ce point, nous avons ces éléments constitutifs qui permettent de viser la bande organisée. Je reviens maintenant sur les 3 personnes placées en garde à vue. Je précise qu'ils sont inconnus des services de police, ils sont lycéens et semblent parfaitement insérés dans la société. Pendant les 36 premières heures de leur garde à vue, ils ont fait le choix, en présence de leurs avocats, de garder le silence. Ce matin, ils ont modifié leur stratégie de défense et ils ont reconnu une implication dans les faits. Ils ont prétendu avoir agi en représailles de violences subies par un membre de leur famille plusieurs semaines auparavant. Ils ont expliqué avoir été prévenus de la présence de la victime à cet endroit et avoir décidé d'aller à son contact. Ils ont dit avoir pris des armes pour pouvoir se défendre et, selon l'expression de l'un d'entre eux, faire pression. Les 3 auteurs présumés ont soutenu n'avoir pas été animés d'une intention de tuer, mais, ont-ils dit, seulement d'une intention d'impressionner Hassan H. À l'issue de ces 2 premiers jours de leur garde à vue, j'ai décidé d'ouvrir cet après-midi une information judiciaire pour le crime de meurtre en bande organisée. Les 3 personnes qui étaient en garde à vue seront présentées à un juge d'instruction du pôle criminel de Senlis pour y être mis en examen. J'ai décidé de requérir leur placement en détention provisoire et ils seront donc présentés au juge des libertés et de la détention qui décidera dans la soirée s'il prononce ou non leur incarcération. Je précise encore une fois qu'ils demeurent tous les 3 présumés innocents. L'enquête va se poursuivre désormais sous la direction du juge d'instruction. Cette affaire, en tout cas pour ce qu'on en connaît pour le moment, révèle l'usage d'une très grande violence pour un motif, s'il est confirmé par la suite de l'information judiciaire, qui apparaît d'une gravité assez faible. Aucune plainte n'aurait été déposée à la suite des violences sur le membre de la famille qui est présenté comme le mobile de leur action. Or, la lutte contre l'emploi de la violence, en particulier chez les jeunes en âge scolaire, le combat contre la banalisation de cette violence constitue une priorité de ma politique pénale sur l'agglomération de Creil. Nous avions en effet relevé, au cours de l'année scolaire 2023-2024, une hausse importante des violences commises au sein ou aux abords d'établissements scolaires. Cette hausse était de l'ordre de 10% et démontrait qu'il fallait une action spécifique pour y répondre. C'est pourquoi, après avoir réuni tous les partenaires de l'éducation nationale, les élus locaux, la police nationale, les polices municipales, l'autorité préfectorale, eh bien nous avons mis en place en novembre 2024 un groupe local de traitement de la délinquance qui a pour but de lutter prioritairement contre ces violences aux abords ou dans les établissements scolaires. Le but était évidemment de multiplier les contrôles, puisqu'un GLTD a une vocation d'abord répressive, des contrôles pour détecter la présence d'armes, pour détecter la présence de stupéfiants, également de renforcer la répression des actes de violence qui sont relevés dans ce cadre-là, avec des déferrements beaucoup plus systématiques des mineurs et des présentations au juge des enfants pour des mesures éducatives ou plus, des mesures également de sûreté immédiate. Et également un objectif de mener des actions de sensibilisation pour répondre à cette augmentation des violences qui étaient relevées.
S'agissant de l'action de ce groupe local de traitement de la délinquance, qui se sont déployées ces derniers mois, elles ont donné des résultats avec une diminution des chiffres, et comme je m'y étais engagé, j'en rendrai compte en fin d'année scolaire, y compris devant la presse. Mais cette affaire vient illustrer la nécessité de poursuivre et d'amplifier notre action dans ce domaine, en coordination avec l'action d'autres acteurs et le Conseil intercommunal de prévention de la délinquance et de la sécurité de Creil mène plusieurs actions également pour prévenir les RICS, pour prévenir ce recours à la violence. Et la mobilisation du parquet de Senlis et des partenaires est totale sur cette question. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à monsieur le commissaire divisionnaire Chalvet, qui va pouvoir évidemment préciser quel a été le dispositif policier par rapport à cette affaire. Et ensuite, nous serons disponibles pour répondre à 3 ou 4 questions. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous souhaitez que j'utilise le micro ou est-ce que vos micros suffiront? Si vous entendez bien, je peux rester comme ça. Bon. Je vais effectivement parler synthétiquement du dispositif policier, même si monsieur le procureur l'a déjà abordé. Donc la police nationale a effectivement ce soir-là, donc mardi soir le 20, été requise vers 19h15 pour une personne blessée sur le parking du supermarché Lidl de Nogent-sur-Oise. Les policiers sont arrivés très rapidement sur place et leur priorité a d'abord été d'immédiatement porter secours à la victime et d'établir un périmètre de sécurité pour permettre l'intervention des secours dans les meilleures conditions possibles. L'intervention des secours a été extrêmement rapide, ce qui nous a permis ensuite de nous concentrer sur le recueil d'informations, notamment auprès des différents témoins qui étaient présents sur place. Cette prise immédiate d'informations auprès des témoins et la grande réactivité des patrouilles de police ont permis, comme le disait monsieur le procureur, de procéder immédiatement aux recherches et d'interpeller 3 suspects moins de 30 minutes après la commission des faits. Les équipages de police de Creil, appuyés par des renforts départementaux et les polices municipales, ont assuré une protection de la scène d'infraction en permettant le travail des enquêteurs, de la police scientifique et du médecin légiste, et ont assuré une sécurisation générale de la circonscription après les faits, qui se poursuit encore à ce jour en lien avec l'intégralité des services partenaires, au premier titre desquels les municipalités. Je tiens à souligner ici l'extrême réactivité des policiers de Creil, qui a permis l'excellente gestion judiciaire de cette dramatique affaire. Environ 25 policiers de voie publique ont été mobilisés ce soir-là pour l'intervention et la sécurisation, incluant des renforts départementaux et des équipages de journée qui sont restés prêter la main à leurs collègues de nuit alors qu'ils avaient terminé leur vacation. 3 enquêteurs ont été dédiés à temps plein cette nuit-là pour les premiers actes d'investigation. Sur la gestion du dossier pendant le temps de garde à vue, c'est 7 enquêteurs qui ont été dédiés à temps plein. Je tiens aussi à souligner le travail remarquable et très dense de ces enquêteurs sur les 48 dernières heures afin de présenter à la justice un dossier judiciaire de qualité. Le soir des faits, la situation était relativement tendue puisqu'on avait beaucoup de personnes qui étaient regroupées sur le lieu des faits d'abord et ensuite à l'hôpital où a été conduite la victime. Personnes qui étaient nombreuses, non hostiles à la police, mais qui étaient évidemment choquées et logiquement très agitées, ce qui a nécessité des échanges nombreux et du tact de la part des policiers impliqués pour gérer ces foules. Je suis évidemment disponible pour d'autres questions si vous voulez que je précise certains points du dispositif. Merci, monsieur le commissaire divisionnaire. Est-ce qu'il y a une première question? Monsieur Sénamon. Oui, bonjour. Vous avez parlé de famille en ce qui concerne les 3 prévenus. Quel est leur lien de parenté, tous les 3? Alors, on ne peut pas encore parler de prévenus, puisqu'ils ne sont pas encore mis en examen. Mais en tout cas, les auteurs présumés qui sont présentés cet après-midi au juge d'instruction, 2 d'entre eux sont frères et le 3e est un de leurs cousins. Est-ce qu'il y a une autre question? Ils habitent tous à la commune où ils ont été interpellés, c'est ça? Oui, moi, je ne serai pas extrêmement précis mais en tout cas, ils habitent l'agglomération de Creil. Juste pour une précision, quand vous avez fait état de fausses informations, de rumeurs, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer ce qui n'était pas vrai? Je crois qu'il y avait des histoires de communauté qui n'étaient pas exactes aussi.
Il y a pu avoir ça, le fait aussi que on a pu voir certains médias faire état de plusieurs victimes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui était des fausses informations pour ne pas remettre une pièce dans la machine, mais voilà, on a eu des scènes qui étaient décrites, qui ne correspondaient absolument pas à la réalité et qui malheureusement ont pu être reprises par certains médias, cela mettant plutôt de l'huile sur le feu, alors que les uns et les autres, et notamment les municipalités concernées, essayaient plutôt, grâce à l'action de médiateurs également, de faire baisser la tension autour de cette affaire. Et dans la mesure où ils attendaient leurs victimes, vous n'avez pas souhaité, pour l'instant, je ne sais pas, retenir la préméditation? Je ne vais pas rentrer dans les détails s'agissant de la qualification. J'ai expliqué qu'on avait retenu la qualification de meurtre en bande organisée, qui est de toute façon la qualification la plus haute en termes de peine encourue. Donc voilà, j'ai indiqué qu'il y avait les éléments qui permettaient, selon moi, de caractériser la bande organisée. Et pour l'instant, il n'y a pas lieu, en effet, de donner d'autres éléments constitutifs d'autres infractions. Oui, Madame Origo. Vous avez évoqué la peine encourue pour un majeur. Quelle peine peut prétendre un mineur? Alors, pour les mineurs, il y a ce qui s'appelle l'excuse de minorité qui peut être appliquée et donc ramener la peine encourue, en effet, à 20 ans, en l'occurrence, sachant que cette excuse de minorité peut être relevée dans certains cas qui sont prévus par la loi, et dans ces cas-là, pour un mineur, la peine maximale est portée à 30 ans. Oui. Vous avez parlé des aveux sur l'implication en fait, des trois mis en cause. Est-ce qu'ils ont reconnu leur rôle précis en fait, dans l'agression? Est-ce que l'auteur présumé du coup mortel a reconnu l'auteur de ce coup? Alors, parmi, en effet, les trois auteurs présumés, le mineur qui était porteur de la machette a reconnu en avoir fait usage. Est-ce qu'ils ont exprimé des regrets? Ils ont pu en tout cas faire des déclarations allant dans le sens de dire qu'ils regrettaient les conséquences qu'avait pu avoir leur action. Est-ce qu'il y a une autre question? La machette n'a pas été retrouvée, ils n'ont pas donné d'indication permettant de localiser l'arme qui a été utilisée. En l'état, elle n'a pas été retrouvée, en effet. Voilà, est-ce qu'il y a une dernière question? Il y aura deux dernières questions. Je voulais savoir si on connaissait le lien en fait, entre les auteurs présumés et la victime, parce qu'ils se fréquentaient dans le cadre, je ne sais pas, du lycée ou autre. A priori, non. Il n'y avait pas de lien ou de contact antérieur qui ont été établis là lors des premières investigations. Oui, les deux autres armes, une matraque télescopique et le démonte de pneus, eux ont bien été retrouvés, mais ils n'en ont pas fait usage. On a retrouvé ces objets. Après, ça dépend ce que vous appelez en faire usage, puisque de toute façon, être porteur d'une arme, Oui. dans le cadre de la commission d'une infraction, c'est déjà finalement l'utiliser. Oui, bien sûr. Donc, je parlais sur la victime avant de porter le coup fatal. Voilà, c'est le seul coup que la victime a reçu. En l'état des investigations, il n'y aurait pas eu de coup donné avec les autres armes dont étaient porteurs les deux autres auteurs présumés. Vous avez parlé du fait qu'il n'y avait pas de lien a priori, et en même temps, les suspects prétendent avoir agi en représailles par rapport à des faits qui
Excusez-moi, j'ai pas compris votre question. Ma question, c'est, monsieur, vous avez répondu que la victime n'avait pas de lien a priori avec les trois suspects, mais en même temps, les trois suspects ont prétendu ce matin, si j'ai bien compris, avoir agi en représailles par rapport à quelque chose, un événement qui a eu lieu avec la famille de la victime, c'est ça? Non. Non, ils ont dit que le motif de leur action, c'était des violences qui auraient été subies par un membre de leur famille à eux, voilà, plusieurs semaines auparavant, et que c'est par rapport à ces violences qui auraient été subies par ce membre de leur famille qu'ils auraient décidé finalement d'aller au contact du jeune Hassan H. Mais des violences qui n'ont pas forcément été provoquées par Hassan H. Ça, Ah, je ne donnerai pas plus d'éléments et de précision. Voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre présence.